Il y a environ 3 ans, une tour géante d'origines inconnues appelée Babel est soudainement apparue en plein centre d'une grande ville, et le gouvernement, comme d'habitude, n'a pas perdu de temps à enquêter sur la tour. À l'intérieur de la tour, ils ont trouvé de nombreux trésors, mais aussi des technologies qui devraient être impossibles pour la science moderne. En plus des trésors trouvés à l'intérieur de la tour, il y avait aussi des monstres terrifiants, mais les armes humaines étaient complètement inutiles contre eux. À peu près au même moment où Babel est apparue, certaines personnes ont commencé à constater des changements en elles aussi. Des crêtes apparaissent sur les gens, et ceux qui ont ces crêtes sur eux ont tendance à avoir des capacités physiques qui les rendent extraordinaires et différents de l'espèce humaine habituelle. Comme si cela ne suffisait pas, certains ont reçu des capacités inimaginables, et le gouvernement a plus tard appelé la crête mystérieuse une marque sacrée. Comme prévu, le gouvernement exhorte ceux qui ont les crêtes à s'attaquer à Babel et à essayer de la conquérir. Pour motiver les gens, le gouvernement a offert des récompenses en espèces pour avoir défié la tour. Cela a parfaitement bien fonctionné car cela a permis d'attirer de nombreuses personnes qui cherchent à devenir riches. Cependant, les récompenses peuvent sembler intéressantes, mais elles constituent également des menaces pour la vie. Même avec cela, ceux qui ont les crêtes ne se retiennent pas de défier la tour juste pour pouvoir atteindre le dernier étage. Apparemment, c'était parce qu'il y a une récompense séduisante au bout de la tour qui est dite accordée à quiconque conquiert la tour un vœu, et il sera exaucé. En raison de l'objectif d'obtenir ce vœu, des milliers d'idiots affluent pour conquérir la tour, et parmi cet ensemble se trouve notre présentateur, Kero. Comme d'habitude, Kero se dirige vers le vestiaire pour récupérer ses affaires. Mais alors qu'il passe, les autres surhumains se moquent de lui, et ils l'appellent un rat. Ils l'appellent une personne faible et pathétique qui n'a pas les compétences nécessaires pour défier les étages supérieurs. Kero n'est pas énervé à ce sujet car il sait que c'est ce que tout le monde pense de lui. C'était une ordure surhumaine non qualifiée qui ne courait que dans les étages inférieurs, et même dans les étages inférieurs, il survivait à peine. C'était le cas jusqu'à la veille. En entrant dans la tour, Kero rencontre des gobelins, mais il n'a pas du tout l'air effrayé. Apparemment, les gobelins sont des monstres qui apparaissent dans les étages inférieurs de Babel, ce qui en fait essentiellement des charognards. Cependant, les gobelins ont une particularité unique de s'appeler ensemble pour se battre en groupe. Juste comme il s'y attendait, Kero se retrouve bientôt encerclé par des gobelins, armés de différentes armes, qui veulent juste l'envoyer dans l'au-delà. Les gobelins ne perdent pas de temps à charger sur Kero, prêts à le mettre en pièces. Cependant, Kero en a déjà marre de la faiblesse des gobelins. Il sait qu'il aurait vraiment eu du mal contre un seul gobelin si c'était l'hymne d'hier. Les choses sont finalement différentes d'avant, et avec juste un simple claquement de doigts, Kero déclenche des boules de feu qui consument toute la pièce et éliminent les gobelins comme des mouches. Kero a l'air cool en affrontant les gobelins faibles alors qu'il montre la crête sur sa paume. Il s'avère que Kero est maintenant incroyablement fort car il a en quelque sorte régressé 99 fois. Lors de sa 98e régression, Kero se bat aux côtés de 2 autres femmes tout en étant la principale force de l'équipe. Il élimine les monstres en utilisant de puissantes explosions d'énergie tout en obtenant le soutien des 2 femmes. Après une bataille acharnée, le trio a atteint le dernier étage. Ils ont éliminé tous les monstres, et Kero célèbre comme s'il venait de gagner à la loterie quand il réalise qu'ils ont atteint le sommet. Les femmes se précipitent pour le serrer dans leurs bras comme tout mec qui réussit. Kero est heureux d'avoir pu conquérir la tour après sa 98e régression, mais soudain, il réalise qu'il ne peut pas baisser sa garde. Les filles remarquent qu'il est figé au même endroit, et elles l'exhortent à venir avec elles. Shiro surmonte ses pensées et suit les filles. Elles ouvrent la porte et sont accueillies par un joyau brillant assis à l'intérieur d'un anneau. Apparemment, elles ont conclu un accord pour donner le vœu à la fille aux cheveux bleus, Yuka. Yuka est timide à ce sujet, mais les deux l'exhortent à avancer et à mettre la main sur le vœu. Elle court vers la lumière vive pendant que Shiro réfléchit à ses décisions. Il croit qu'il n'a pas besoin du vœu, et la seule chose qu'il veut, c'est pouvoir protéger ses amis. Pendant que Ayuka marche vers le joyau, Shiro et la fille aux cheveux bruns, Kazumi, se préparent au combat. Juste comme prévu, d'étranges individus portant des masques apparaissent d'un coin de la pièce. Ils sont armés d'armes, et ils ont l'air terrifiants. Kero est déjà préparé pour eux, et il a l'intention d'éliminer chacun d'eux. Kazumi déclenche une puissante attaque magique qui se dirige directement vers les ennemis sous la forme d'un serpent géant. Avant qu'ils ne puissent les écraser, ils s'écartent, et l'attaque finit par écraser le sol. L'ennemi saute dans les airs et plonge en piqué sur le serpent pour le détruire avec une lance. Kazumi est choquée, mais pas entièrement surprise par ce qui s'est passé. Elle appelle Shiro, qui est parfaitement prêt à tirer une explosion magique sur les ennemis attaquants. Les deux ennemis chargent sur lui, mais avec une seule explosion de son cercle magique, il les élimine en un seul coup. Shiro pousse un soupir de soulagement alors que les deux sont réduits à néant parce qu'il a travaillé sans relâche pour en faire un rêve devenu réalité. Le visage heureux de Kero devient bientôt froid quand il voit Yuka se faire empaler par l'un des hommes masqués qui se cachait en haut. Shiro s'effondre à genoux de désespoir car il ne peut pas croire que tout s'effondre à nouveau après qu'il ait fait tout ce qu'il devait faire pour gagner. Il se retourne pour voir Kazumi se précipiter vers son ami, et il essaie de l'arrêter. Mais il est trop tard car Kazumi est empalé par une lance lancée par l'homme masqué.
Shiro regarde Kazumi tomber au sol alors que le sang jaillit de son corps. Kero ne peut pas croire qu'il ait fait cela 98 fois, et il n'a toujours pas réussi à protéger Kazumi. Avant qu'il ne réalise, un tas de portails sont apparus au-dessus de lui, et de l'intérieur des portails sont sortis des lances acérées. Sans possibilité d'esquiver, Kero a été empalé par un tas de lances, et il a été cloué au sol. Dans ces derniers instants, il lève les yeux pour voir le dernier individu masqué le regarder. Shiro regarde l'homme masqué attraper Kazumi pour l'emmener. Shiro est totalement surpris car c'est la première fois que le dernier homme masqué apparaîtra, et cela lui dit à quel point il y a de l'incertitude. Maintenant qu'il est à son 99e essai, Shiro sait avec certitude que les hommes masqués sont liés à la destruction de Babel. Il s'avère que chaque fois que Kazumi a été enlevé, cela a toujours entraîné la fin du monde. La seule chose que Shiro sait, c'est que Kazumi a une marque sur son corps, qui est un tatouage appelé Ankh. De tout ce qui dérange Kero, il est surtout inquiet pour le dernier homme car il était nouveau la dernière fois. Il apparaît à Kero qu'il y a une tonne de choses qu'il ne sait toujours pas même après avoir exécuté le tout 98 fois. Cependant, il sait qu'il doit d'abord détruire Babel pour pouvoir empêcher les hommes masqués d'enlever Kazumi. En raison de sa colère, Kero apparaît au monstre comme un diable effrayant. Il déchaîne sa colère sur eux en leur tirant des explosions d'énergie tout en étant alimenté par sa marque sacrée, la gourmandise. Il s'avère que sa marque sacrée s'appelle la gourmandise. Mais quand il a essayé de l'utiliser pour la première fois, il ne l'a utilisée que pour consommer des matériaux et les recracher. Elle était considérée comme une marque poubelle parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait l'utiliser au combat. À cause de cela, il a commencé à transporter des choses avec elle, mais cela a changé la veille. Il survivait toujours grâce aux restes laissés par d'autres surhumains, mais tout cela a changé dans sa première vie lorsqu'il est tombé sur une pièce particulière. À l'époque, il luttait contre une tonne de monstres, et c'est alors qu'il a finalement appris le véritable pouvoir de la gourmandise. Il s'avère que la gourmandise a la capacité de consommer des monstres et d'acquérir leur capacité des monstres qu'elle consomme. En fin de compte, il s'avère que la gourmandise n'était pas réellement inutile mais peut être considérée comme une marque brisée. Apparemment, le pouvoir de balle de feu qu'il utilise maintenant librement a été acquis grâce à un monstre. Le monstre d'origine qui possédait cette capacité était un petit monstre de type rayon, que l'on trouve partout dans la tour. Cependant, il s'est transformé en un pouvoir dangereux et terrifiant entre ses mains à cause de sa taille. Cependant, il doit toujours traquer les rats juste après avoir régressé. Tout comme ses vies passées, il fait la même chose. Après cela, il se dirige vers une autre pièce spéciale où se trouve un monstre spécial appelé le Seigneur du Temps. Kero fixe le Seigneur du Temps et est dégoûté par l'aspect effrayant du monstre. Il demande au monstre ce que c'est, mais comme prévu, il n'obtient aucune réponse à sa question stupide. Comme d'habitude, Kero affronte le monstre car il le considère comme le monstre le plus important qu'il doit consommer. Le pouvoir du monstre est la régression, c'est pourquoi il a la chance de recommencer après sa mort. La seule chose qui ne revient pas par défaut le premier jour de la régression, ce sont ses souvenirs. Kero considère ces éléments comme l'une des deux bouées de sauvetage dont il a besoin pour conquérir la tour. Kero affronte le monstre innocent et ne le plaint pas avant de lancer une grosse boule de feu pour finalement l'écraser. Après avoir vaincu le Seigneur du Temps, Kero admet que sa capacité est la seule raison pour laquelle il est capable de franchir la pièce suivante. Cependant, il est toujours déconcerté par le fait qu'il ne peut rencontrer le Seigneur du Temps que le même jour, à la même heure et au même endroit. Depuis qu'il a commencé à régresser, il n'a rencontré aucun autre surhumain qui connaisse l'existence du Seigneur du Temps. Même si le Seigneur du Temps a une puissante capacité à faire régresser le temps, il ne réagit jamais lorsqu'il est attaqué. Kero ne peut que demander pourquoi le Seigneur du Temps est là et pourquoi il a une capacité aussi unique. Kero n'arrive pas à croire qu'après 98 essais, il ne sait toujours rien du Seigneur du Temps. Il pense qu'il pourrait y avoir d'autres conditions, à part la mort, qui pourraient le faire régresser, mais il ne les connaît même pas encore. En raison de toutes ces incertitudes, Kero est arrivé à la conclusion qu'il devait être très prudent. Il prévoit de conquérir la tour le plus rapidement possible tout en suivant chaque étape qu'il connaît déjà, car c'est la seule façon pour lui de sauver Kazumi. Après avoir éliminé le Seigneur du Temps, Kero décide que sa prochaine étape est l'endroit où se trouve Kazumi. Il tombe bientôt sur un groupe de gobelins, mais il n'a besoin que d'une rafale de boules de feu pour tous les éliminer. Il ne ressent aucun stress à traiter avec les gobelins, si ce n'est le fait qu'il en a assez. Il sort son téléphone pour vérifier l'heure, et il se rend compte qu'il est déjà en retard. Il se rend compte qu'il doit oublier la culture de l'aura et se dépêcher directement là où se trouve Kazumi. Il atteint bientôt le 2e étage, mais il ne perd pas de temps là-bas car il écrase tous les monstres sur son chemin. Il continue au même rythme en atteignant le 3e étage. Il ne montre aucune pitié aux monstres car il transforme leurs entrailles en lave bouillante, et il continue avec le même élan jusqu'au 4e étage. Tout en traversant à toute vitesse, l'un des surhumains le repère, et il est choqué. Il attire l'attention de ses collègues sur le fait que le faible vient de les dépasser en un éclair. Cependant, son collègue n'y croit pas, et il suppose que son ami a des visions car il est impossible que quelqu'un d'aussi faible que Kero atteigne le 5e étage. À leur insu, Kero a même atteint le 6e étage, et il a pratiquement franchi 4 étages en 1 heure.
Il arrive dans la pièce où se trouve Yuka pour la voir combattre ce qui peut être décrit comme un monstre nocturne. Le monstre est recouvert d'une armure brillante et il a des armes à sa disposition. Même si Yuka a l'air effrayée, elle saute toujours vers le monstre nocturne. Elle essaie de taillader le chevalier, mais il disparaît avant qu'elle ne puisse le toucher. La prochaine chose qu'elle sait, c'est que le chevalier apparaît derrière elle. Une fois que le chevalier est dans son angle mort, il lance des épées volantes sur elle. Yuka bloque à peine les attaques, mais les épées continuent d'arriver, et cela finit par créer une forte explosion qui la force à reculer. Pendant ce temps, Kero regarde toujours le combat à couvert. Apparemment, Yuka est le détenteur de la marque sacrée, le sang de Bouddha. Grâce à son pouvoir, elle a la capacité de trancher n'importe quoi d'un seul coup. C'est essentiellement un maître de l'épée, mais ce qui se passe juste devant Shiro est destiné à arriver. En gros, elle n'est toujours pas de taille face au monstre chevaleresque. Kero s'est toujours demandé pourquoi le monstre, qui est censé être le boss du 20e étage, se battait contre Yuka au 6e étage. C'est un monstre qui n'a rien à faire dans les étages inférieurs, mais Shiro s'en fiche car il a fini par la rencontrer là-bas, et elle est essentielle pour conquérir Babel. Cependant, avec la façon dont se déroule le combat, Yuka finira par se faire écraser. Pour éviter cela, Kero n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Yuka est déjà dominé par le monstre lorsque Kero le frappe avec sa puissante balle de feu. Avec un seul coup de Kero, il engloutit le chevalier dans les flammes et le brûle en lambeaux juste devant Yuka. Yuka se retourne pour voir Kero, et elle ne perd pas de temps à demander son identité. Kero décide de faire de la culture d'aura avec une boule de feu à la main comme un magicien effrayant tout en disant à la dame qu'il n'est qu'un type qui passe par là. Shiro demande à Yuka si elle est blessée, mais avec un regard dégoûté, elle lui demande ce qu'il veut. Shiro comprend pourquoi Yuka est sur ses gardes, et c'est parce qu'elle a traversé une phase de trahison dans le passé. Dans un flashback, Yuka arrive à Babel en tant que fille innocente qui veut juste atteindre le sommet de la tour. Elle regardait la tour quand elle a été approchée par d'autres explorateurs qui se sont présentés comme des gens sympas. Ils lui disent que ce sera difficile si elle essaie de franchir Babel seule. Yuka est d'accord avec eux, disant qu'elle le sait très bien. Les explorateurs suggèrent alors à Yuka de les rejoindre, mais Yuka reste prudente quand elle entend cela. La dame de l'équipe exhorte alors Yuka à cesser d'être difficile, lui rappelant qu'il est préférable pour elle de rester avec l'équipe jusqu'à ce qu'elle connaisse son chemin dans la tour. Les garçons renforcent son argument, rappelant à Yuka qu'il y a un risque de mourir dans la tour, c'est pourquoi elle doit rester avec l'équipe. Yuka reste dubitative, mais la dame lui tape sur l'épaule, lui assurant qu'ils vont partager les récompenses équitablement. Pour la convaincre davantage, l'équipe dit à Yuka qu'elle considérera leur premier jour ensemble comme un essai. En raison de leur pouvoir de persuasion, Yuka a décidé de leur faire confiance et de faire équipe avec eux. Ils traversent les étages tout en décimant les monstres comme si de rien n'était. En un rien de temps, ils ont atteint le 5e étage, et le chef d'équipe l'a taquiné, lui disant qu'elle pourrait en fait être la première recrue à avoir atteint le 5e étage. Ils affirment qu'il y a des gens qui, après 3 mois, ont encore du mal au premier étage. Le chef d'équipe révèle alors qu'il y a une pièce cachée devant eux, dont la rumeur dit qu'elle contient beaucoup de trésors. Yuka voit l'excitation sur les visages de l'équipe, et elle se lâche enfin un peu. Il la presse de se dépêcher avec eux, et elle court après eux comme un chiot mignon. Quand ils sont arrivés à l'entrée, le chef d'équipe leur a dit que Yuka serait celle qui attirerait l'attention du gardien pendant qu'il lui tendrait un piège. Il se précipite dans la pièce, et Yuka sort avec enthousiasme son épée pour essayer d'affronter le monstre, mais elle est soudainement retenue par un fouet. Elle s'écrase au sol, et alors qu'elle se demande encore ce qui ne va pas, elle voit ses nouveaux coéquipiers courir vers l'extérieur, lui disant qu'elle est seule face au terrifiant golem qui se tient devant elle. Des larmes coulent de ses yeux en réalisant qu'elle a été trompée. Elle n'arrive pas à croire qu'ils avaient cela en tête lorsqu'elle a été initialement approchée par l'équipe. Le golem l'écrase presque à mort, mais Yuka se ressaisit et se libère. Elle prend alors la fuite tandis que le golem effrayant la poursuit comme si elle lui devait de l'argent. Des larmes continuent de couler de ses yeux alors qu'elle essaie de s'échapper. Apparemment, à cause de cette trahison, Yuka se méfie de tout explorateur qui l'approche. Elle n'hésite pas à rejeter tout explorateur qui l'approche. Shiro, d'un autre côté, sait tout ça parce que Yuka lui a raconté plein de fois. En même temps, il sait que Yuka est une bonne personne qui mérite d'être traitée avec gentillesse. Avec ça en tête, Kiro tend la main vers la fille, en lui disant qu'il aimerait emprunter son pouvoir pour conquérir Babel. Comme prévu, Yuko refuse. Kiro lui rappelle alors ce qu'elle vient de le voir faire. Il lui assure qu'avec lui à ses côtés, elle peut conquérir la tour. Yuko répond qu'elle ne peut tout simplement faire confiance à personne, et Kiro comprend sa situation difficile. Mais en même temps, il lui fait savoir à quel point il est dangereux pour elle de continuer seule. Il ajoute que conquérir la tour sera pratiquement impossible pour elle, mais il lui assure qu'ils peuvent la conquérir ensemble. Kiro est forcé de demander à Shiro pourquoi il pense ça alors qu'il va juste la tromper comme les autres. C'est alors que Kero lâche la bombe. Il dit à Yuka qu'il ne va pas trahir sa confiance, et il ajoute que s'ils réussissent à conquérir la tour, la récompense, qui est le vœu unique, sera la sienne.
Le visage de Yuka s'illumine de choc et d'incrédulité lorsque Kero prononce cette déclaration. Yuka ne veut pas croire Kero là-dessus puisque le vœu est ce que tout le monde recherche. Kero comprend et sait qu'elle a raison, mais il ne peut jouer que cette carte puisque Yuka n'a pas besoin du vœu pour elle-même. Apparemment, Yuka a besoin de toutes les ressources qu'elle peut obtenir, et cela inclut la récompense pour avoir terminé Babel parce que sa seule et unique sœur est atteinte d'une étrange maladie. C'était la raison principale pour laquelle elle a décidé de défier Babel et a même continué à le défier après avoir été trahi. À cause de son désespoir, Kero est ouvert à l'aider. Kero lui fait savoir qu'il peut être difficile pour elle de le croire, mais il le fait en gros pour elle. Yuka reste prudente, et elle demande à Akira pourquoi il l'aide. Kero révèle alors que pour conquérir Babel, il a besoin du pouvoir de Yuka. Yuka lui demande comment elle est censée le croire, et il lui fait savoir qu'il lui dit la vérité. Yuka continue de se demander, et elle demande à Kero pourquoi il l'a choisi elle. Shiro révèle alors la vraie raison derrière cela, en disant qu'il n'y a personne d'autre en qui il puisse avoir confiance à part elle. Shiro regarde juste Shiro comme s'il regardait une personne très bizarre. Shiro continue en disant qu'il est prêt à donner à Shiro le pouvoir dont elle a besoin pour conquérir Babel. Shiro se dirige ensuite plus loin dans la pièce, et quand Yuka lui demande où il va, il répond qu'il va au seul endroit qui peut la rendre plus forte. Yuka est confuse quand elle entend ça, et elle demande plus de détails sur ce que Kiro veut dire. Kiro lui assure qu'il va lui expliquer tout ce qu'elle a besoin de savoir pendant qu'il marche. Kiro lui demande alors si elle connaît la chose la plus importante et la première chose qu'elle a besoin de savoir pour conquérir Babel. Yuka est perdue avec la question, et Kiro lui dit qu'elle doit être familière avec Babel. Il lui dit qu'elle a besoin des compétences pour détecter et voir à travers les pièges, ce qui inclut la cartographie. Kiro veut continuer à parler, mais Yuka l'arrête, l'exhortant à répéter ce qu'il a dit parce qu'elle a maintenant un stylo et une note avec elle. Elle veut noter tout ce que Kiro dit, et quand Kiro voit ça, il rit. Yuka est embarrassée par ça alors qu'elle gronde Kero pour avoir ri. Kero comprend que Yuka ne peut jamais changer même après plusieurs régressions. Il y a une partie d'elle qui reste la même, et c'est son caractère à rester sérieuse, sincère et étonnamment directe. C'est exactement pourquoi il l'a choisie comme son allié. Kero dit alors à Yuka qu'elle n'a peut-être pas besoin de noter ce qu'il vient de dire. Yuka suppose immédiatement que Shiro mentait sur tout ce qu'il a dit, mais Shiro dit que ce n'est pas le cas. Il lui dit de laisser l'écriture à ceux qui sont réellement bons dans ce domaine. Shiro révèle que la chose la plus importante dans la tour est d'obtenir le pouvoir nécessaire pour écraser les monstres. Yuka sourit, disant à Shiro que sa vie serait bien meilleure si elle avait un tel pouvoir à sa disposition. Shiro mentionne alors que c'est la raison exacte pour laquelle il veut l'aider à devenir plus forte. Tout comme avant, Yuka lui demande comment il prévoit de le faire, et il répond qu'en battant les monstres qu'il rencontre. Juste au moment où il dit ça, un groupe de monstres apparaît devant eux, et ça effraie Yuka. Cependant, Kiro croit que Yuka a ce qu'il faut pour surmonter l'obstacle devant elle. Kiro lui tapote l'épaule, lui disant qu'il compte sur elle. Yuka regarde Shiro avec confusion, se demandant ce qu'il veut dire par là. Avant que Yuka ne s'en rende compte, les chiens de l'enfer se sont rapprochés d'elle. La pire chose à leur sujet est le fait qu'ils se déplacent en meute, et si les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, ils appellent immédiatement des renforts. Kiro recule, disant à Yuka qu'elle n'a pas d'autre choix que d'affronter les chiens de l'enfer seule. Il lui assure qu'elle va devenir plus forte si elle peut faire ça. Yuka se dispute avec Kero, lui disant que c'est impossible à réaliser. Kero dit alors à Yuka qu'il ne va pas la forcer, mais si elle insiste sur le fait qu'elle ne le fera pas, il va retirer la récompense pour sa revendication de la récompense du vœu. En entendant ça, Yuka décide de devenir sérieuse, et Shiro l'encourage, lui disant qu'elle a le pouvoir de le faire. Yuka saute vers les chiens de l'enfer tout en disant à Kero que c'est facile pour lui à dire. En même temps, Yuka ne peut pas croire qu'elle est tombée dans les pièges de Kero, mais elle est prête à tout faire tant qu'elle a la chance de sauver sa sœur. Cependant, elle croit toujours qu'elle ne peut plus faire confiance aux explorateurs. Yuka met tout son cœur à l'ouvrage tout en tranchant les chiens de l'enfer. Elle fait tournoyer son épée, laissant une aura bleue dans son sillage. Yuka continue de couper les monstres, et elle croit qu'elle peut arriver à la fin si elle continue comme ça. Mais soudain, les chiens de l'enfer se régénèrent, la choquant. Elle réalise qu'elle pourrait ne pas être capable de le faire avec la façon dont les choses se passent. Yuka regarde les monstres se précipiter vers elle, prêts à la déchirer en morceaux. Elle ferme les yeux et attend la fin, mais quand rien ne se passe, elle rouvre les yeux pour voir Kero retenant les monstres pendant qu'ils enfoncent leurs dents acérées dans sa peau. Au lieu de les attaquer, Shiro maintient toujours l'idée que Yuka a la force de couper les bêtes. Yuka n'en croit pas ses yeux, et elle demande à Shiro pourquoi il fait ça. Shiro répond simplement qu'elle est son coéquipier lorsqu'il s'agit d'explorer Babel. Yuka entend ça, et son visage s'illumine d'incrédulité, mais c'est une raison suffisante pour qu'elle fasse appel à sa force intérieure. Elle rengaine son épée et se précipite vers les bêtes. Yuka réalise enfin qu'elle a été une idiote parce que Shiro est totalement différent des losers qu'elle a rencontrés au début. Avec ses yeux brillants de rage, elle coupe les monstres retenant Kero en morceaux. Elle reste énergique tout en déclarant sa détermination à protéger son coéquipier. Même avec les monstres qui l'entourent,
elle ne fait que faire tournoyer son épée pour les embrocher. Les corps volent à gauche et à droite pendant que Shiro sourit derrière elle parce qu'il l'a finalement aidé à éveiller son vrai moi. Apparemment, le vrai pouvoir d'un explorateur se manifeste lorsqu'il y a des changements dans le cœur. C'est pourquoi Shiro a fait oublier à Yuka son traumatisme passé et le fait que ses coéquipiers l'ont trahi. Apparemment, ce que Yuka montre, c'est l'un de ses grands pouvoirs, et cela lui permet de créer un anneau de lumière, lui donnant tout le pouvoir de décimer quiconque y entre. Kira a été blessé par les morsures qu'il a subies en se faisant mordre par les chiens de l'enfer, mais il était important pour lui de gagner la confiance de Yuka. Shiro ne voit rien de grave tant que cela lui donne la chance de recruter Yuka comme allié. Après avoir vaincu les chiens de l'enfer, Yuka se précipite vers Shiro pour s'assurer qu'il va bien, mais il lui assure qu'il va bien. Il lui rappelle ensuite ce qu'il lui a dit sur le fait de devenir plus forte, et Yuka sourit en l'aidant à se relever. Yuka ne peut nier que le fait que Shiro l'ait poussé jusqu'au bout a bien fonctionné. Après cela, ils sortent, et Kero est content d'avoir réussi à recruter Yuka, ce qui signifie que la seule chose qui lui reste à faire est de la rendre encore plus forte. Yuka part chercher des provisions et exhorte Kero à se reposer. Juste à ce moment-là, Kero voit une tête blonde, Eiji, qui semble être une célébrité exploratrice, s'approcher de lui. Il est le chef de l'équipe d'explorateurs en devenir nommé Roxane. Il est assez fort, mais Shiro sait qu'il meurt chaque fois qu'il atteint le 23e étage. Comme c'est un type fort et qu'il est mort à un étage si bas, le chaos s'est ensuivi, et toutes sortes de spéculations ont surgi. Apparemment, un monstre de rang supérieur est apparu à l'étage inférieur. Et même si Shiro n'a pas combattu le monstre, on dit qu'il est assez puissant. Fuka revient avec les provisions, et Shiro peut voir la façon dont elle fixe Eiji d'une manière très dégoûtante. Il lui demande si elle le connaît, et elle révèle qu'il n'y a personne de pire qu'Eiji, mais elle n'est pas prête à en parler trop. Elle dit juste à Shiro d'oublier Eiji parce qu'elle veut le soigner. Shiro veut en demander plus, mais Yuka maintient ce qu'elle a dit. Elle ajoute ensuite que Shiro se reposera pendant un certain temps. Après l'avoir bandé, Yuka le gronde et lui dit de ne plus jamais essayer de faire une cascade aussi risquée. Kira se souvient que les mots de Yuka sont toujours durs, mais elle veut juste le meilleur pour ses coéquipiers. Kiro sourit quand il se souvient de cela, mais cela ne fait que mettre Yuka en colère alors qu'elle demande à Kira pourquoi il rit alors qu'elle est occupée à le gronder. Kiro est obligé de s'excuser, et Yuka suggère qu'ils échangent leurs coordonnées pour faciliter les choses. Après avoir fini d'échanger leurs contacts, Yuka dit à Kiro de rentrer chez lui et de se reposer, et elle s'assure d'ajouter un ton autoritaire à cela afin que Kiro puisse savoir à quel point elle est sérieuse. Kiro lui assure qu'il va se reposer, et après son départ, Kiro voit les coéquipiers qui ont trahi Yuka le regarder comme des serpents. Kiro comprend pourquoi ils sont mécontents, mais il s'en fiche. Il sourit et s'éloigne d'eux. Juste au moment où Shiro est sur le point de rentrer chez lui, il tombe sur Kazumi, qui l'attendait. Elle exige une explication quant à l'endroit d'où il vient, et Kiro explique qu'il revient de son travail à temps partiel. Mais Kazumi n'y croit pas. Elle croit que Shera est allée à un rendez-vous avec une autre fille parce qu'elle est venue sur son lieu de travail mais ne l'Y a pas trouvé. Kiro essaie d'expliquer qu'elle exagère, mais elle lui dit qu'il devra s'expliquer en rentrant. Elle lui ordonne de la suivre, et il n'a d'autre choix que de faire ce qu'on lui dit. Shiro la suit lentement, mais c'est qu'il est fichu. Apparemment, Kazumi est son ami d'enfance depuis qu'il est à l'école primaire. Elle a évidemment le même âge que Shiro, mais elle aime jouer le rôle de la grande sœur. Après la mort de son père et le travail de sa mère comme infirmière, Kazumi s'est occupé de notre MC. Kero est reconnaissant pour les nombreuses fois où Kazumi lui a sauvé la vie. Kazumi remarque que Kero est perdu dans ses pensées, et elle lui crie dessus pour le sortir de là. Shiro agit rapidement comme la gentille fille qu'elle est, mais au fond, il est prêt à tout faire pour protéger Kazumi. Plus tard, Yuko croise Shiro à l'université. C'est alors qu'elle apprend qu'il est étudiant en 3e année à l'université. Cependant, il est son cadet, et elle lui demande pourquoi il est dans une classe qui ne le concerne pas. Kero révèle qu'il est là pour discuter de leurs prochaines activités à Babel. Kero admet que Yuka est peut-être devenue plus forte lors du dernier combat, mais il lui fait savoir que ce n'est pas suffisant. Kira veut qu'il continue à s'entraîner jusqu'à ce qu'elle maîtrise pleinement sa capacité. De plus, il lui fait savoir qu'il existe une pièce cachée à Babel que lui seul connaît. Kira veut qu'il se dirige vers la pièce et sécurise le trésor qui s'y trouve. Yuka est choquée quand elle entend cela, et elle est obligée de demander à nouveau. Kiro confirme cela, disant qu'il y a un trésor dans la pièce, et, évidemment, ils ont besoin de fonds pour opérer. Avec la mention d'un trésor et d'argent, le pouvoir féminin de Yuka se lève, et elle assure à Kiro qu'elle est partante. Comme le cours est sur le point de commencer, Kiro se lève pour partir, et il dit à Yuka qu'ils vont se retrouver à la tour. Ce soir-là, ils se rencontrent à la tour, et Kiro court s'excuser pour son retard. Yuka lui dit qu'il n'a pas à s'excuser car elle vient d'arriver aussi. Les deux commencent à plaisanter et à sourire, et les coéquipiers traîtres de Yuka voient cela à nouveau. L'équipe est choquée de la voir en vie, mais juste avant qu'ils ne commencent à paniquer, le chef d'équipe les exhorte à se calmer. Il souligne que le fait qu'ils n'aient pas été interpellés par les autorités signifie qu'ils n'ont rien à craindre. La dame de l'équipe n'est toujours pas satisfaite qu'ils aient une extrémité lâche qui traîne.
Le chef d'équipe dit à ses coéquipiers que Yuka est une exploratrice poubelle, et qu'il n'y a aucune chance qu'elle revienne pour se venger. Il ajoute ensuite que si elle revient pour se venger, ils vont juste inverser la situation contre elle. Il commence à rire de Yuka pour avoir fait l'équipe avec un loser total. Soudain, Kero se retourne pour les regarder, et cela les choque. La dame voit cela clairement, et elle sent l'aura terrifiante qui émane de son corps. Mais le chef d'équipe n'y croit pas, et il dit à Yuka qu'elle s'imagine des choses. Ils écartent ce qui semble être le danger, et ils pénètrent également dans la tour. À l'intérieur de la tour, Yuka abat des monstres comme du papier de soie pendant que Kero la couvre. Il l'exhorte à rester alerte et à ne pas baisser sa garde. Yuka reconnaît ce conseil, et elle dit aux monstres de ne pas la sous-estimer. Elle continue à jouer avec les monstres. Et quand elle pense qu'elle est déjà assez forte, elle demande à Kero s'il serait prêt à essayer des étages supérieurs. Shiro accepte cela, disant qu'il est surpris que Yuka ait réussi à devenir assez forte en une seule journée. Juste à ce moment-là, un monstre apparaît derrière l'angle mort de Yuka et essaie de l'attraper, mais Shiro l'élimine avec une boule de feu. Yuka est choquée par cela, et Shiro lui rappelle ce qu'il lui a dit de ne pas devenir négligente. Kiro suggère alors qu'elle augmente son niveau d'expérience à l'étage. Yuka est confuse par cela, mais Kiro part, lui disant qu'il doit explorer la zone. Yuka l'exhorte à être prudent, et après son départ, Yuka se concentre sur le fait de devenir plus forte afin de ne pas devenir un fardeau pour Kero. Pendant ce temps, elle est surveillée par ses coéquipiers traîtres. Ils sont choqués de la voir abattre des chiens de l'enfer comme si de rien n'était. Ils réalisent qu'elle est totalement différente de la fille qu'ils connaissaient, et on peut en dire autant de Kiro. Le chef d'équipe suggère alors qu'ils sortent de là avant d'être remarqués. Cependant, Kiro apparaît derrière eux, les effrayant à mort. Avant qu'ils ne puissent commencer à déféquer, Kiro les exhorte à se calmer car il a une offre alléchante pour eux. Ils sont surpris par cela, et il leur dit que l'accord est qu'il veut qu'ils se joignent à lui pour nettoyer une pièce cachée qu'il a trouvée en utilisant Yuka, l'idiote, comme appât. La marchande est surprise d'entendre cela puisque Kero et Yuka sont coéquipiers. Kero nie cela en disant qu'il travaille simplement avec Yuka parce qu'elle le fait chanter. L'équipe reste confuse par cela, et Kero mentionne qu'il pourrait être difficile à croire, mais Yuka est assez forte. Kero prétend que sa balle de feu est inutile contre elle. L'un d'eux se dispute avec Kero, disant que d'après ce qu'il a vu, Yuka était celle qui suivait ses ordres. Kero leur dit alors que tout cela est un camouflage pour qu'elle cache sa vraie force. Le chef d'équipe lui pose alors des questions sur la pièce cachée dont il parlait. Kero révèle que la pièce se trouve en dessous d'eux, au bord sud-est de l'étage 9. Kero leur a demandé s'ils connaissaient les règles des pièces cachées, et le chef d'équipe répond qu'il y a toujours un gardien. Kero affirme qu'il ne peut pas atteindre la pièce seul. Et, évidemment, s'il y va avec Yuka, elle va juste tout lui prendre. Kero leur dit alors l'accord qu'il a en tête. Il leur fait savoir qu'il va l'appâter pour qu'elle combatte le gardien. Et pendant qu'elle le fait, ils vont l'aider à la finir, elle et le monstre, en même temps. Le chef d'équipe pose alors une question à Kero. Il veut savoir si Kero sait qui ils sont. Kero est vraiment confus par la question, et il leur dit qu'il n'a aucune idée de qui ils sont puisqu'ils viennent de se rencontrer. Le chef d'équipe lui demande alors pourquoi il leur propose cet accord. Shiro ment en disant qu'ils ont été les premiers explorateurs qu'il a rencontrés après avoir trouvé la porte cachée. Après avoir dit cela, Shiro commence à s'éloigner, leur disant qu'ils n'aiment pas être suspectés. Pendant qu'ils s'éloignent, la dame traîtresse dit au chef d'équipe qu'ils ont la meilleure offre entre leurs mains. Elle souligne le fait qu'ils vont obtenir des trésors tout en ayant l'opportunité de se débarrasser de Yuka et de l'empêcher de les dénoncer. L'équipe arrête alors Kero, lui disant qu'ils acceptent l'accord. Kero se retourne avec un sourire éclatant, demandant s'ils sont sérieux. Kero tient la main du chef d'équipe, le remerciant tout en disant qu'il va avoir l'opportunité d'abandonner Yuka. Le chef d'équipe intervient alors, disant à Kero que lui et son équipe veulent 60% des trésors, mais l'augmente toujours à 70%. Kero fait semblant d'être surpris par cela, et l'équipe lui dit qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter car ils sont les seuls qui feront confiance à sa parole. Kero fait semblant d'être réticent et dit à l'équipe qu'il a accepté l'accord. Une fois qu'ils ont tous accepté de travailler ensemble, le chef d'équipe demande à Shiro où se trouve la pièce et comment il prévoit d'abandonner Yuka. Shiro leur explique les choses, et après cela, il part chercher Yuka. Yuka lui demande s'il y a vraiment une pièce cachée, et Shiro dit oui. Il lui montre où se trouve la pièce et dit qu'elle est la seule qui peut tuer le gardien. Yuka lui dit alors de la couvrir pendant qu'elle engage le monstre. Yuka se dirige vers la pièce pour trouver le monstre qui l'attend, et sans hésitation, elle saute vers le monstre tout en disant à Shiro de la couvrir. Yuka porte un coup critique au monstre, et elle l'élimine d'un seul coup. Soudain, Yuka se retrouve à s'écraser au sol avec une force étrange l'épinglant au sol. Yuka se retourne pour voir Shiro et les coéquipiers traîtres rire d'elle, lui disant qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Le visage de Yuka s'illumine d'incrédulité, mais Kero agit comme s'il ne se souciait pas d'elle. Il dit alors aux traîtres de finir Yuka. Les trois n'hésitent pas alors qu'ils sautent tous sur Yuka en même temps. Au moment où ils ont terminé, il ne reste que le corps ensanglanté de Yuka. Kero sourit en disant qu'il est enfin libéré de l'emprise de Yuka. Après avoir fini de tuer Yuka,
les marchands rappellent à Shiro qu'il doit encore leur donner le prix pour cela. Shiro commence alors à les emmener, mais soudain le gardien revient à la vie, et pas seulement lui, mais Yuka aussi. Le trio est choqué de voir cela, mais Shiro rit d'eux, les traitant d'idiots. Il leur dit qu'il est temps de se venger, et avant qu'ils ne puissent bouger, il les encercle avec sa puissance de feu terrifiante. Pendant que le trio est occupé à crier après Shiro pour les avoir trompés, il leur rappelle qu'ils ont créé un monstre à partir de Yuka et du gardien. Le chef d'équipe réalise enfin la gravité de leur situation, et il admet qu'ils sont tombés dans le piège sans même s'en rendre compte. La dame traîtresse veut s'enfuir, mais Kero lui dit que c'est un effort futile. Elle regarde derrière elle pour voir Yuka et le gardien la fixer avec une intention de tuer évidente émanant de leur corps. Le chef d'équipe arrive alors à la conclusion amusante qu'ils vont devoir abattre Kero s'ils veulent s'échapper. Même Kero rit quand il entend cela car il ne pense pas que l'équipe comprenne ce qu'il dit car il est hors de question qu'ils perdent contre eux. Kero ajoute alors qu'il manque en fait l'essentiel car ils ne vont pas se battre contre lui. Kero révèle que le monstre qu'il regarde est appelé une gargouille, et c'est le gardien de la pièce. Juste à ce moment-là, la gargouille écrase l'endroit où se tient Kero, laissant un nuage de poussière, forçant le trio à croire que Kero a été écrasé. Il rit de lui pour être tombé dans son propre piège, mais le monstre tourne soudainement son attention vers le troisième type. Cette fois-ci, le monstre est derrière lui, et il déchaîne une puissance de feu massive qui rôtit leur troisième coéquipier comme un barbecue. La dame veut l'aider, mais le chef d'équipe la retient en disant que le type est déjà hors de portée du salut. Le chef d'équipe ne perd pas de temps à faire demi-tour pour essayer de s'enfuir, mais ils sont interceptés par le monstre et Yuka. Les deux sont piégés, et ils commencent à se demander ce qu'ils sont censés faire. Le chef d'équipe hurle dans les airs en disant à Kero de dire quelque chose car il est à peu près sûr qu'il les regarde de quelque part. La dame pense que son coéquipier dit des bêtises puisqu'ils ont regardé Kero se faire écraser juste devant eux. Le chef d'équipe révèle alors que ce qu'ils ont vu n'était rien de plus qu'une marionnette de sable, qui est aussi ce qui se tient juste devant eux. Le chef d'équipe propose un accord en disant qu'ils sont prêts à payer n'importe quel montant. Cependant, ils n'obtiennent aucune réponse, et la gargouille se rapproche d'eux à nouveau. Elle ouvre sa bouche, prête à déchaîner une autre vague de flammes brûlantes sur eux. Les deux se tiennent la main en essayant de trouver une issue. Le chef d'équipe se demande où ils ont fait du tort à Kero. Il lance un pic de glace sur Yuka, qui se tient devant lui, mais il le traverse facilement, révélant que ce n'est rien de plus qu'une marionnette de sable, comme il le soupçonnait. Les flammes explosent juste derrière eux, les faisant crier bruyamment comme des poulets. Pendant que les deux sont occupés à se battre pour leur vie, Kero a pu se faufiler devant le gardien pour se rendre dans la salle au trésor. Pendant ce temps, Yuka est toujours occupé à tuer des chiens de l'enfer sans savoir ce que Shiro fait au trio qui l'a trahi. Momentanément, Shiro arrive pour l'applaudir pour avoir fait du bon travail en éliminant les chiens de l'enfer. Yuka lui crie dessus en exigeant de savoir où il est allé. Shiro sourit en disant qu'il a seulement réussi à trouver quelque chose de bien. Il pointe dans la direction du trésor, et Yuka est vraiment choquée quand elle voit cela. Yuka n'en croit pas ses yeux, mais Tiro lui dit qu'il est temps de partager le trésor. Yuka hésite à prendre le trésor puisque c'est Kiro qui l'a trouvé, mais Kiro lui assure qu'elle peut le prendre. Il lui rappelle qu'ils sont coéquipiers, et Yuka sourit en entendant ça. Et ils courent tous les deux vers l'endroit où se trouve le trésor pour tout piller. Une semaine plus tard, Yuka a éliminé plus de monstres, et Yuka pense qu'elle a bien travaillé. Mais Shiro lui fait savoir qu'elle doit encore travailler plus dur. Yuka rappelle à Kero qu'elle a presque éliminé tous les monstres de l'étage, et elle ne voit aucune raison pour laquelle il devrait rester plus longtemps à cet étage. Kero sait qu'il est vrai qu'elle est devenue plus forte depuis qu'elle a commencé à tuer des monstres, mais en même temps, il pense que le boss de la zone de l'étage 10 est un mauvais adversaire pour elle à son stade actuel. Apparemment, le boss de l'étage 10 utilise des attaques magiques à longue portée. Et comme Yuka est une combattante de corps à corps, elle va avoir du mal à s'approcher de son adversaire. Cependant, Kero espère qu'elle sera capable de surmonter cet obstacle. Réalisant qu'elle n'abandonnera pas, Kero accepte de la laisser partir seulement si elle est capable de tuer un boss de zone. Yuka sourit en entendant ça, et elle dit à Kero de lui faire confiance. Yuka traîne Kero avec elle, lui disant de la mettre à l'épreuve tout de suite. Kero sourit en réalisant qu'il a été capable de pousser Yuka à la limite qu'il souhaitait. Yuka affronte bientôt une horde de monstres, et elle les élimine complètement, impressionnant même Kero. Yuka est contente d'entendre Kero chanter ses louanges. Au fond, Kero aime la façon dont les choses se passent. Mais parce qu'elle a 5 jours d'avance sur le calendrier, il dit à Yuka de ne pas célébrer tant qu'ils n'ont pas confirmé ce que le boss de zone peut faire. Yuka est d'accord avec ça, et Shiro la conduit là où le boss est supposé être. Ils arrivent devant une porte géante, et Karo dit à Yuka que le boss de l'étage 10 attend derrière la porte. Yuka est époustouflée quand elle voit ça, et Kero la taquine, lui demandant si elle a déjà les pieds froids. Yuka rejette ça, disant à Kero qu'elle a seulement eu un frisson. Kero est content d'entendre que Yuka va bien, et il ouvre finalement la porte. En ouvrant la porte, il rencontre le boss de l'étage, Andromelius. Il a l'air absolument dangereux, et Kero est forcé de demander à Yuka une fois de plus si elle a ce qu'il faut pour vaincre le boss. Au lieu de montrer un signe de peur, Yuka sort son épée,
montrant à quel point elle est excitée d'affronter le boss. Sans perdre une seconde de plus, elle se précipite vers le boss pendant que Shiro est en attente pour l'aider. Juste au moment où elle est sur le point d'atteindre le boss libère des balles de magie noire, et Shiro lui crie de faire attention car les balles de magie effacent tout ce avec quoi elles entrent en contact. Yuka prend note du conseil, et elle réussit à esquiver la première balle de magie, mais elle sent soudainement son corps devenir lourd. Elle s'effondre à genoux, et juste au moment où elle est sur le point d'être éliminée, les balles de flamme de Kero viennent à la rescousse, et elle submerge les balles noires. Yuka sourit quand elle voit ça, et Kero lui rappelle de ne jamais oublier qu'ils sont coéquipiers. Il assure à Yuka qu'il va la couvrir afin qu'elle puisse s'approcher du boss de l'étage, Andromelius. Yuka remercie Kero pour l'aide, et elle reprend son assaut sur le boss de l'étage. Kero libère ensuite un barrage de boules de feu sur le boss de l'étage pour donner à Yuka plus d'espace pour attaquer par derrière. Cependant, le boss de l'étage est capable de réagir à l'attaque de Yuka, et il libère plus de balles noires pour essayer de l'arrêter, mais elle les coupe tout en se moquant du boss de l'étage que ses attaques nulles ne peuvent pas fonctionner sur elle. Shiro, d'un autre côté, rend les choses difficiles pour le boss de l'étage alors qu'il continue de le frapper avec des boules de feu. Une des balles de feu l'attrape à l'épaule, et cela brûle un peu avant de s'estomper. Cependant, tout cela a donné à Yuka la chance de se rapprocher correctement du boss de l'étage. Avant qu'il ne puisse réagir, Yuka porte un coup propre en plein milieu de sa tête, et cela coupe jusqu'au sol. Avec ça, Yuka bat le boss de l'étage, et Shiro la félicite pour un travail bien fait. Il lui fait même un signe de pouce en l'air, et cela la rend émotive. Elle se précipite dans les bras de Shiro et le serre fort dans ses bras en signe de gratitude pour ce qu'il a fait. Après avoir fini de célébrer, il se penche pour trouver une pièce à côté du corps du boss. Shiro reconnaît ça comme le laissez-passer de l'étage pour le 11e étage. C'est la première fois que Yuka voit ça, et elle lui demande comment il l'utilise habituellement. Shiro lui montre comment l'utiliser en faisant tourner la pièce dans les airs, et cela laisse une lumière brillante au-dessus d'eux. Shiro révèle qu'avec ça, la tour les laissera automatiquement passer parce qu'ils sont déjà qualifiés. Kero dit qu'autant il aimerait se diriger directement vers le 11e étage, il n'y va pas encore. Yuka est curieuse de savoir pourquoi, et Shiro révèle qu'ils viennent de combattre un monstre boss, ce qui signifie évidemment qu'ils ne fonctionnent plus à leur niveau optimal. Il ajoute ensuite que les monstres du 11e étage sont encore plus forts. Apparemment, ils devront affronter une foule d'Andromelius lorsqu'ils arriveront au 11e étage. La sueur coule sur son visage quand elle entend ça, et Kero lui demande si elle a déjà les pieds froids, mais elle répond avec assurance que non. Yuka dit avec enthousiasme qu'elle n'a plus à s'inquiéter puisqu'elle a maintenant un coéquipier. Kero sourit quand il entend ça, et il assure à Yuka qu'elle peut compter sur lui. Puisqu'ils sont tous les deux d'accord, ils retournent à l'extérieur de la tour. Quand ils sont sortis, Kero a regardé autour de lui pour voir s'il y avait un signe du trio, mais n'en a trouvé aucun. Il n'est pas surpris puisque c'est ainsi qu'il voulait que les choses se passent. Yuka remarque qu'il est plongé dans ses pensées, et elle le sort de sa zone, lui rappelant qu'ils doivent y aller. Alors qu'il marche dans les rues, Yuka suggère qu'il mange un morceau, et Kero est d'accord avec ça, disant que ce n'est pas une mauvaise idée. Kero dit que ça peut aider à la cohésion de l'équipe, et Yuka est d'accord avec lui. Les deux se sourient encore quand Kero entend la voix autoritaire de Kazumi derrière eux. Il se retourne pour voir la colère claire sur son visage comme un lion qui est prêt à abattre sa proie. La peur saisit Kero, et il demande prudemment pourquoi Kizumi l'appelle avec une telle horreur. Kizumi pointe ensuite Yuka, exigeant de savoir qui elle est. En même temps, Yuka regarde Kero avec une expression vraiment dangereuse, et elle lui demande qui est Kizumi. Kero répond subtilement que Kizumi est son ami d'enfance. Kero se prend la tête de frustration car il ne s'attendait pas à ce que les deux se rencontrent d'une manière aussi bizarre. Il veut en fait qu'elles se rencontrent, mais pas de la manière dont cela se passe actuellement. Kero essaie de parler à Kazumi, mais elle lui dit de façon terrifiante de ne pas s'approcher. Elle lui pose ensuite des questions sur sa relation avec Yuka. Kero ne sait pas quoi répondre, mais Yuka l'aide. Elle s'avance pour dire à Kazumi que Kero est son partenaire le plus important. Kero s'enfonce presque dans le sol quand Yuka dit ça parce qu'il sait qu'elle vient d'aggraver les choses. Au moment où Kizumi entend ça, l'atmosphère change, et Kero peut le sentir. Même Yuka peut le sentir, et Kizumi regarde Shiro avec tellement de dégoût sur son visage. Puisque Yuka prétend être la partenaire de Kero, Kizumi croit que Kero a automatiquement choisi Yuka à sa place. Kero essaie de dire à Kizumi qu'elle exagère, mais elle craque, et une aura ardente commence à émaner de son corps pendant qu'elle dit à Kero qu'elle en a fini. Kero essaie d'atteindre Kazumi avant qu'elle n'active sa marque sacrée, mais il semble qu'il n'ait pas pu arriver assez vite. Apparemment, sa marque sacrée est le mauvais œil, et c'est un pouvoir qui insuffle la vie aux objets. Il peut aussi faire apparaître des serviteurs à volonté. Kazumi reste dans cet état terrifiant alors que plusieurs créatures apparaissent de son aura. Shiro est mort de peur car toutes les créatures ne peuvent être vaincues que si Kazumi retrouve sa santé mentale. Yuka est confuse, et elle demande à Kiro si ce qu'elle voit est normal, mais il lui fait savoir que non. Avant qu'il ne s'en rende compte, tous les objets et articles inanimés de la zone commencent à bouger. Cela inclut les cravates des gens, leurs sacs à main, et ainsi de suite.
Kiro essaie de courir vers Kizumi pour la raisonner, mais elle lève la main avec colère en lui disant de ne pas s'approcher d'elle. Un ours et un tigre se précipitent sur Kero, mais il les abat avec ses pouvoirs de flamme. Shiro se retrouve bientôt en difficulté contre un serpent, mais Yuka décapite le serpent avec facilité. Yuka dit alors à Kero qu'elle va le couvrir pendant qu'il trouve une solution au problème. Yuka se retrouve entourée d'un tas de monstres inanimés prêts à la déchiqueter. Kero est un peu inquiet pour elle, mais il décide de lui faire confiance pour le couvrir. Kazumi voit Kero s'approcher et elle réitère ce qu'elle a dit à propos de Kiro qui doit rester loin d'elle. Kiro répond qu'il ne peut pas faire ça alors qu'il lâche un barrage de flammes sur le monstre qui se tient derrière elle. Shiro les réduit en cendres tout en continuant son mouvement vers Kazumi. Kazumi hurle de douleur, disant à Kiro qu'il a choisi Yuka plutôt qu'elle. Une tornade tourbillonne autour d'elle, et Kero se rend compte que les choses empirent plus qu'il ne le pensait. Il craint qu'elle ne brûle la puissance de ses marques sacrées, et si cela arrive, elle ne survivra pas. Dans une de ses vies passées, Kero a été témoin de cela, et il est déterminé à ne pas laisser la même chose se reproduire. Juste au moment où elle est sur le point d'être consumée par son pouvoir, Kuro utilise son pouvoir de gloutonnerie pour manger toutes les impuretés autour d'elle avant de la traîner hors des ruines. Kazumi s'est évanoui pendant tout ce temps, et elle a l'air très paisible. Shiro est heureux d'avoir pu sauver Kazumi à temps avant qu'elle ne détruise tout sur son passage. Yuka se précipite également pour vérifier l'état des deux, mais quand ils se retournent, ils se rendent compte qu'ils sont fixés par des civils effrayants. Kero comprend la gravité de la situation, et il suggère qu'il est temps pour eux de partir. Ils réussissent à s'éloigner de la scène, et Kero place Kizumi inconsciente sur un banc public tandis que Yuka exige une explication de sa part. Shiro explique alors à Yuka que Kazumi est son ami d'enfance qui veille sur lui depuis la mort de ses parents. Après avoir entendu cela, Yuka en conclut que les deux sont en couple, et Shiro n'en croit pas ses oreilles. Il essaie de rappeler à Yuka que Kazumi est son ami d'enfance, mais Yuka s'en fiche complètement alors qu'elle agite sa main pour le congédier. Elle est déjà parvenue à la conclusion qu'elle veut, et il est impossible de lui faire changer d'avis. Shiro mentionne alors que Kazumi est très importante pour lui, et il la regarde avec une expression agréable. Yuka décide de passer à autre chose concernant toute cette histoire de couple, et elle interroge Kero sur la capacité de Kazumi. Kero ment alors en disant qu'il n'avait aucune idée que Kazumi avait une marque de crête sur elle. Au fond, Kero se demande pourquoi le pouvoir de Kazumi s'est activé car cela ne s'est jamais passé comme ça dans le passé. Il suppose que c'est parce qu'il a précipité la conquête de la tour, et Yuka remarque bientôt à quel point il est absent. Elle est obligée de l'interpeller, et elle dit à Kero qu'ils doivent bien réfléchir à ce qu'ils doivent faire puisque Kazumi a une capacité. Kero est d'accord avec elle, et Yuka décide de laisser le sujet de côté pour le moment. Kero pousse un soupir de soulagement quand il se rend compte que Yuka a décidé de ne pas insister davantage sur le sujet. Momentanément, Kazumi se réveille, et Kero ne perd pas de temps à lui demander si elle va bien. Elle assure à Kero qu'elle va bien, mais elle a compris qu'elle est maintenant une utilisatrice de capacité. Elle a également compris que Kero est un utilisateur de capacité, et Kero s'excuse rapidement de ne rien avoir dit à ce sujet. Kazumi n'est pas en colère à ce sujet car elle comprend que Kero essaie juste de la protéger. Comme Yuka et Kero se déplacent ensemble, il n'est pas difficile pour elle de comprendre qu'elle est aussi une utilisatrice de capacité. Yuka se présente et révèle qu'elle travaille avec Kero en tant que coéquipier pour nettoyer Babel. Kazumi n'est pas entièrement satisfaite que Kero risque sa vie, mais elle croit qu'il doit avoir une raison de le faire. Kero confirme cela, et elle lui demande s'il a l'intention d'arrêter son aventure à Babel. Kero bafouille, et Kazumi a déjà ses réponses. Elle dit immédiatement à Kero ce qu'elle veut, et c'est qu'ils aillent à Babel ensemble. Kero est choqué d'entendre cela, et il essaie de lui dire de se calmer, mais Kizumi ne se soucie pas de ce qu'il veut dire. Shiro mentionne que Kizumi doit s'inscrire auprès de l'État, mais Kizumi est prête à tout cela. Avant que Shiro ne s'en rende compte, Kizumi et Yuka se serrent déjà la main comme si elles se connaissaient auparavant. Shiro ne peut que se tenir derrière comme un personnage PNJ, se demandant si les choses vont bien se passer à l'avenir. 10 jours plus tard, Kizumi s'amuse avec l'équipe alors qu'il nettoie Babel. Elle fait bon usage de ses pouvoirs alors qu'elle dévore à elle seule une pièce entière avec ses marionnettes effrayantes. Elle commande une bête à 3 têtes qui abat facilement les chiens de l'enfer comme s'il n'était rien. Elle forme même un lien avec eux pour les serrer dans ses bras après chaque combat, laissant Shiro totalement époustouflé. Il se rend compte que même après plusieurs régressions, Kazumi reste impitoyable contre les ennemis. Cependant, elle a l'air encore plus coriace qu'avant. En plus des bêtes à 3 têtes, elle commande même un serpent dangereux qui consomme facilement des monstres terrifiants de niveau boss. Shiro et Yuka ne peuvent que regarder de derrière Kazumi déchirer ses ennemis en lambeaux. Cependant, Shiro sent que quelque chose ne va pas puisque Kizumi hésitait toujours dans les vies passées. Après avoir nettoyé une pièce de monstre, Kizumi court vers Kero pour lui demander comment elle s'en est sortie. Shiro est obligé d'admettre que Kizumi est impressionnante, et il lui fait savoir qu'il n'aurait jamais pensé qu'elle deviendrait aussi forte en quelques jours. Yuka se joint également à la conversation, complimentant Kazumi et disant qu'elle n'avait jamais cru qu'elle avait autant de capacités. Kazumi se vante de la façon dont elle a toujours pris soin de Kero, c'est pourquoi elle est capable.
Yuka répond alors qu'elle va devoir améliorer son jeu pour ne pas devenir la coéquipière poubelle. Kero est choqué de voir que les deux ne s'entendent pas aussi bien, contrairement à leur vie passée. Bien qu'elles aient eu leurs problèmes dans leur vie passée, elles les ont réglés rapidement. Maintenant, dans la vie présente, Kazumi montre clairement à quel point elle n'aime pas Yuka, et Chihiro se demande ce qu'il peut faire face à cette situation désastreuse. Comme ils ont nettoyé le 10e étage à nouveau, Yuka lui demande s'ils sont maintenant qualifiés pour passer à l'étage suivant, et il dit oui. Même s'il est inquiet de toute cette rupture entre elles, Kero décide qu'il laissera la réflexion pour plus tard. Il sait à quel point il est risqué pour eux d'être négligents, et il n'est pas prêt à refaire les mêmes erreurs. En arrivant au 11e étage, Yuka n'est pas entièrement impressionné car il ne semble pas si différent des autres étages. Shiro dit alors à Yuka de ne pas baisser sa garde car l'étage a peut-être l'air le même, mais c'est assez dangereux là-haut. Soudain, un monstre avec une apparence et une aura terrifiante, Naga, apparaît devant eux. Fuka est un peu hésitante, mais Kazumi marche vers lui. Kero essaie de la prévenir, et elle assure à Kero qu'elle n'est pas négligente. Kazumi appelle calmement sa bête à 3 têtes, Kel, tout en se vantant de son plan pour protéger Kero. Elle ordonne à Kel de s'en prendre à Naga, et Kel, excité, fait ce qu'on lui dit. Cependant, son attaque est repoussée par le bouclier du Naga. Cela met Kel en difficulté, et le Naga a la chance de pousser sa lance dans Kel, perçant son corps pour lui causer une douleur extrême. Kazumi se précipite aveuglément vers sa bête invoquée, mais cela la laisse à la merci du Naga. Elle est presque tuée, mais Shiro la sauve en déclenchant une vague de boules de feu terrifiantes. Shiro s'approche d'elle et la gronde pour avoir été imprudente alors qu'elle avait promis de ne plus l'être. Kazumi est secouée par ce qui vient de se passer, mais elle reste dans un bouclier lancé par Yuka. Kazumi admet qu'elle a tout gâché, mais révèle qu'elle a seulement mal jugé l'adversaire. Elle se relève et se précipite vers le Naga. Cette fois-ci, elle invoque son serpent, et il s'enroule autour du Naga avant qu'il n'ait la chance de faire quoi que ce soit de fou. Kazumi encourage le serpent, lui disant d'écraser le Naga à mort. Les choses se passent bien pour le serpent jusqu'à ce que ça commence à aller mal. Le Naga prend le dessus et enfonce sa lance dans la tête du serpent, choquant Kazumi. Elle n'arrive pas à croire que deux bêtes invoquées ont été vaincues comme si de rien n'était. Kazumi reste là, sous le choc, tandis que le Naga charge vers eux, mais Shiro et Yuka reprennent le combat. Shiro utilise ses balles de feu contre le Naga, mais il les dévie avec son bouclier soi-disant impénétrable. Il charge directement sur Shiro, mais Yuka réussit à attirer son attention. Il change de direction et se dirige directement vers Yuka, mais cela s'avère être son erreur car Yuka tranche son bouclier résistant avec une seule coupure horizontale. Cela énerve le monstre, et il lève sa lance prêt à empaler Yuka avec, mais Shiro l'arrête en lui tirant des balles de feu dessus. Cela laisse le Naga assez ouvert pour qu'Yuka puisse lui donner une coupe horizontale nette à la taille pour l'achever. Les corps du Naga tombent à différents endroits, et Yuka remet son épée dans le fourreau en poussant un soupir de soulagement. Kazumi regarde de derrière les deux travailler ensemble pour vaincre la bête. Shiro se dirige ensuite vers elle, lui disant de ne pas essayer de tout faire toute seule car ils sont à un étage beaucoup plus dangereux que ce à quoi elle est habituée. Kazumi essaie de faire l'entêter en disant qu'elle est au courant, mais Shiro lui dit qu'elle ne sait rien car ils ont pu se sortir de cette situation difficile, grâce à Yuka qui a utilisé sa barrière. Shiro fait savoir à Kazumi qu'elle aurait été de la chair à canon sans Yuka. Kazumi ne comprend toujours pas la gravité de la situation alors qu'elle pousse Shiro de côté, lui disant qu'elle gérera tout beaucoup mieux la prochaine fois. Kero n'arrive pas à croire à quel point la fille est têtue, et Yuka lui tape sur l'épaule suggérant qu'il la rattrape. Momentanément, Kazumi se retrouve face à une Lamia. Elle utilise sa bête invoquée à 3 têtes, et juste au moment où elle pense prendre le dessus, la Lamia se retourne pour mordre sa bête, causant à la bête une douleur immense. Kazumi regarde la Lamia maîtriser sa bête. Shiro se recule pour tout regarder, et il pense que Kazumi aurait dû comprendre que sa force actuelle n'est pas à la hauteur des ennemis qu'elle poursuit. Apparemment, Kazumi se débrouille beaucoup mieux lorsqu'elle travaille avec l'équipe tout en utilisant les monstres qu'elle a invoqués. Kazumi se retrouve bientôt par terre à penser à sa vie. Cependant, Shiro l'appelle par son nom pour lui dire qu'ils ont besoin de son aide pour vaincre la Lamia. Il veut qu'elle utilise son serpent pour étrangler la Lamia afin qu'il puisse l'achever. Kazumi est choquée quand elle entend que Shiro a besoin d'elle. Shiro rend la chose plus douce en lui disant qu'il compte sur elle. Le visage de Kazumi devient rouge quand elle entend ça, et elle sourit en disant à Shiro qu'elle est prête à relever le défi. Elle fait comme on lui dit, et elle étrangle la Lamia, limitant tous ses mouvements. Une fois qu'elle a le monstre exactement où elle le veut, Kazumi fait appel à Yuka, lui disant qu'elle compte sur elle pour aider à vaincre la bête. Yuka sourit quand elle entend ça, et elle saute volontiers vers la Lamia, ayant l'air tout effrayante. La Lamia regarde avec horreur Yuka faire une coupe nette à travers sa tête pour la trancher en deux. Yuka sourit quand elle réalise que la bête a été vaincue. Elle sourit à Kazumi, la remerciant d'avoir aidé contre la Lamia. Elle tend la main vers Kazumi pour la serrer. Kazumi rougit quand cela arrive, et Shiro pousse également un soupir de soulagement là où il est car tout s'est bien passé à la fin. Pendant que les filles passent un bon moment ensemble, Kiro décide de jouer les rabat-joie en disant aux deux qu'il y a d'autres monstres puissants à l'étage. Les filles le regardent avec dégoût pour lui faire savoir qu'il gâche l'ambiance.
À l'insu des deux, elles sont surveillées par un type en costume. Une semaine plus tard, le travail d'équipe entre les deux a augmenté, et il est bien meilleur qu'avant. Yuka appâte les monstres pendant que Kazumi inflige des dégâts avant que Yuka ne les achève finalement avec sa puissante frappe unique. Chaque fois que les monstres veulent se montrer têtus, Kiro intervient généralement pour aider. Après avoir vaincu le monstre, les filles finissent par célébrer leur victoire, et Shiro est heureux qu'elles aient appris à bien travailler ensemble. Soudain, Shiro s'approche d'elles, leur disant qu'ils se dirigeront vers le 20e étage le lendemain. Ils sont tous d'accord avec ça, et ils décident de sortir de la tour pour se reposer en préparation du lendemain. En sortant de la tour, ils sont approchés par le type en costume qui leur dit qu'il a une proposition à leur faire. Kiro est surpris par ça, et le type mentionne qu'il a découvert une pièce cachée au 15e étage. Il veut que Kero et son équipe rejoignent l'équipe d'exploration qu'il met sur pied. Cependant, Kero révèle que lui et son équipe essaient toujours de franchir le 11e étage, ce qui signifie que le 11e étage sera difficile pour eux. Le type lâche alors la bombe, révélant que les monstres du 15e étage sont des Nagas et des Lamia, et qu'ils ont déjà l'habitude de vaincre ces types de monstres. Kiro est choqué d'entendre ça, et il comprend que le type les observe en se cachant quelque part. Le type sourit comme une personne innocente disant qu'il a besoin de toute l'aide possible. Il enjolive l'affaire en disant qu'il va y avoir des trésors dans la pièce cachée. Après y avoir réfléchi pendant une minute, Kero accepte l'offre mais fait savoir au type qu'il a quelques conditions. Le type sait déjà qu'il va avoir ces conditions, mais ça ne le dérange pas. Il dit à Kero et à son équipe de le suivre afin qu'il puisse leur expliquer les détails de la mission. Kazumi est inquiète, et elle demande à Kero si elle est sûre de toute cette histoire. Kero dit oui, et il s'avère que Kero prévoit également quelque chose de sinistre en coulisses car il prévoit d'utiliser le type et son équipe d'exploration supposée comme tremplin. Eh bien, les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez la prochaine partie dans la section des commentaires. Aussi, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.